Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va parler aujourd'hui de mesures et d'incertitudes. Mais avant de démarrer cette leçon, je vous demande de vous munir d'un chronomètre et de vous préparer à chronométrer le temps de course des coureurs qui se trouvent sur la vidéo juste ici. Allez chercher un chronomètre, mettez pause, et lorsque vous êtes prêt, renclenchez la vidéo. Attention, go, c'est parti! Le premier départ, il est bon. Daniel Bailey est en tête, mais c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Alors maintenant, regardez la valeur sur votre chronomètre et comparez-la au record de café Usain Bolt ce jour-là au 100 mètres masculin à Berlin en 2009. La valeur que vous avez trouvée est très certainement légèrement supérieure ou inférieure au record de Usain Bolt. En tout cas, il est très peu probable que vous soyez tombé exactement sur la valeur qu'ont chronométré les juges olympiques ce jour-là. C'est ce qu'on appelle une erreur de mesure aléatoire qui peut être due à votre estimation du moment de départ, à votre estimation du passage du coureur et d'arrivée, à votre temps de réaction au niveau du chronomètre. Bref, plusieurs facteurs font que ce que vous mesurez ne correspond pas exactement à la valeur précise mesurée dans la réalité. Prenons un autre exemple un peu différent. Lorsque vous faites une pesée en chimie en général, vous utilisez une balance et une petite coupelle de pesée. Imaginez que vous faites une pesée en ayant oublié de tarer la balance, vous ferez systématiquement une erreur qui correspondra au poids de la coupelle. Vous ne mesurerez, si vous n'avez pas fait la tare, vous mesurerez le poids de la coupelle et du contenu. Donc, vous ferez ce qu'on appelle une erreur systématique qui correspond à la masse de la coupelle. Cela signifie que toutes les valeurs mesurées ici auront un écart par rapport à la valeur cible de la masse de soluté, par exemple, que l'on pèse à l'intérieur de cette coupelle. Ces deux types d'erreurs s'appellent les erreurs de mesure aléatoires, comme lorsque 15 personnes chronomètrent la même performance, toutes les valeurs sont réparties autour d'une valeur cible, et c'est ce qu'on appelle l'erreur systématique. Dans ce cas-là, lorsqu'on fait une pesée, par exemple, avec une balance non tarée, systématique, les valeurs qu'on mesure ont un certain écart par rapport à la valeur cible. C'est l'erreur de mesure systématique. Lorsque l'on fait des mesures en physique, les sources d'incertitude, les sources d'erreur peuvent être diverses. L'étalonnage d'un appareil, un problème d'unité sur un appareil numérique, la précision des graduations des éléments de verrerie qu'on va utiliser en chimie, ou tout simplement un problème d'opérateur, une mauvaise lecture par exemple dans une burette, et d'une manière générale la qualité des manipulations. Il peut aussi y avoir des petites erreurs dues tout simplement à la démarche expérimentale, comme lorsqu'on fait des transvasements en chimie, il peut rester des petites quantités de liquide dans les verreries. En général, en physique, lorsqu'on lit une valeur sur un appareil, cela ne correspond pas forcément à la vraie valeur de la grandeur qu'on mesure. Il y a toujours une certaine incertitude au niveau des mesures. La valeur vraie en général est comprise dans un intervalle autour de cette valeur lue par l'appareil. Très souvent, quand on prendra donc une mesure, comme par exemple ici une mesure de température, on aura un petit intervalle ici qu'on appellera l'incertitude absolue sur la mesure. Cette incertitude, dans le cas général, sera notée delta x. La valeur vraie d'une mesure se trouve en général entre la valeur lue moins ce petit intervalle, moins l'incertitude, et la valeur lue plus l'intervalle. Prenons un exemple. Ici, l'incertitude est de 0,4 degrés et la valeur lue est de 25,2. C'est pour être la valeur lue sur un appareil. Dans ce cas-là, la vraie valeur de la température qu'on est en train de mesurer est comprise entre la valeur lue, 25,2, moins l'intervalle, moins l'incertitude de 0,4, c'est-à-dire entre 24,8 degrés, et puis la valeur lue plus l'incertitude absolue, c'est-à-dire 25,2 plus 0,4, 25,6. La valeur vraie de la température sera notée T vrai pour température vraie, et dans ce cas-là, elle sera comprise entre 24,8 et 25,6. Cette forme d'écriture ici est appelée un encadrement. Et la forme d'écriture ici avec le plus ou moins, qu'on peut retrouver ici, s'appelle la forme condensée.
L'incertitude absolue est un bon outil pour avoir une idée de la précision d'une mesure. Mais est-ce l'outil le plus pertinent? Prenons un exemple. Si je mesure la distance Terre-Lune et que je trouve cette valeur avec une incertitude de 400 km, on peut se dire, à première vue, que 400 km, ce n'est pas extrêmement précis lorsqu'on mesure une distance. Néanmoins, si on ramène ça à la véritable distance entre la Terre et la Lune, qui est de 384 400 km, cela représente ce qu'on appelle une erreur relative de 400 km sur 384 400, ce qui représente une erreur de 0,001, soit, écrit en pourcentage, 0,1%. Et là, lorsqu'on a une erreur de ce type-là, lorsqu'on donne une valeur à 0,1% près, on peut estimer que la valeur est quand même relativement précise. On estimera qu'une valeur qui n'est pas précise a une erreur relative au-delà de 5 à 10%. Alors, cela nous amène à la définition de ce qu'on appelle l'erreur relative. L'erreur relative est l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie que l'on divise par la valeur vraie. On peut la noter également. Erreur relative est égale à l'incertitude absolue divisée par la valeur vraie. Attention, cette valeur s'exprime généralement en pourcents et un calcul sera nécessaire pour passer d'une valeur à un pourcentage. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura permis d'en savoir plus sur les erreurs et les incertitudes. Il ne vous reste plus qu'à faire une petite série d'exercices sur le sujet et moi je vous dis à plus en classe!